Et dans le cadre des rendez-vous de l'écho, nous avons l'immense plaisir d'être en compagnie de Renaud Van Bergen ce matin. Bonjour Renaud, Bonjour Asley, c'est aussi un grand plaisir d'être là. comment allez-vous? Ça va bien. Eh bien parfait. Eh bien écoutez Renaud, aujourd'hui on va parler d'un sujet quand même assez actuel, hein. On va parler des intempéries qu'on a pu connaître durant l'été, au début de l'été, hein. Si je ne m'abuse, c'était à la mi-juillet. Alors Renaud, notre pays a donc connu de graves inondations pendant cet été et de nombreuses maisons ont dès lors été abîmées, voire détruites. Est-ce que les assureurs vont payer pour ça? Ben, pour que l'assureur paye, d'abord, il faut une chose, c'est qu'il y ait un contrat d'assurance. Alors ça, c'est déjà pas le cas pour tout le monde. Souvent, les personnes les plus précarisées ne sont pas assurées. Et il paraît aussi qu'un locataire sur deux, en fait, ne serait pas assuré pour ça. Donc ça, c'est un premier problème. Par contre, pour tous ceux qui ont souscrit ce qu'on appelle une assurance incendie-habitation, ça peut peut-être paraître paradoxal quand on parle d'une assurance incendie, mais en fait, l'inondation est toujours couverte. Parce qu'en fait, c'est même, de façon générale, la plupart des catastrophes naturelles qui sont obligatoirement couvertes par ce type d'assurance, donc les incendies habitation. Il y a les tremblements de terre, bon, ça ne nous concerne pas ici maintenant. Il y a les débordements et les refoulements des égouts, ça c'est déjà un peu plus intéressant par rapport à ce qu'on a connu. Il y a le glissement et l'effondrement de terrain, ça ce sont des choses qui se sont produites. Et il y a aussi les inondations. Alors, une inondation, il faut savoir que c'est pas n'importe quel dégât des eaux qu'on peut avoir, là, je cite la loi, c'est le débordement d'un cours d'eau, de canaux, de lacs, d'étangs, à la suite d'un phénomène météorologique ou la rupture d'une digue. Ça, c'est un peu aussi ce qui était connu dans l'est du pays. Ça inclut aussi tout ce qui est ruissellement d'eau par manque d'absorption des sols avec des pluies importantes. Donc là, c'est vraiment euh, l'eau qui pourrait arriver sur un champ et qui glisse et qui envahit toute une maison. Alors, on peut se dire pourquoi est-ce que la loi impose pour des assurances incendie habitation la couverture des catastrophes naturelles. En fait, c'est parce que y a peu de gens qui penseraient spontanément à s'assurer contre ça. Et puis aussi, si seulement les personnes qui ont des maisons dans des zones inondables s'assuraient contre les inondations, bien leur prime d'assurance serait tout à fait impayable. Alors le truc, ça a été d'imposer que l'inondation et tout ce qui est en rapport avec les catastrophes naturelles soit automatiquement compris dans tous les contrats d'assurance habitation, parce que ça c'est un contrat qui est extrêmement répandu, beaucoup de gens en ont, et comme ça le résultat c'est que ça augmente une couverture générale de la population, hein, parce qu'on mutualise un risque, et ça fait que les primes d'assurance sont en fait abordables pour tout le monde. Mais donc du coup, ça veut dire que dès qu'on a une assurance, on n'a pas à s'inquiéter, tout est couvert? Pas forcément, parce que bon, il y a toujours un risque de ce qu'on appelle être sous-assuré. Hmm. Alors, c'est quoi être sous-assuré? C'est-à-dire que votre immeuble et son contenu, le contenu c'est vos meubles, c'est votre linge, votre bibliothèque, vos œuvres d'art si vous en avez, pourquoi pas, tout ça aurait été assuré pour un montant qui est inférieur à leur valeur. Ça peut arriver quand vos biens ont pris de la valeur, votre immeuble a pris plus de valeur ou justement une œuvre d'art a pris de la valeur. Et ça peut arriver aussi, c'est un autre cas, quand vous avez déclaré une valeur qui n'est pas exacte pour faire des économies au niveau de la prime. Euh, Souvent, parce que pour ce type d'assurance, si vous assurez votre immeuble, vous n'avez pas un représentant de l'assurance qui va venir évaluer le bien, c'est vous qui allez le faire. Alors pourquoi est-ce que c'est dangereux? Parce que s'il y a une sous-assurance, il y a une conséquence qui est vraiment dangereuse pour l'assureur, c'est l'application de ce qu'on appelle la règle proportionnelle. Alors, derrière tous ces trucs barbares, cette règle proportionnelle sous assurance, je vais vous donner un exemple pour bien voir ce que ça veut dire. Mettons que vous avez un immeuble qui a une valeur de reconstruction d'1 million, pour avoir un chiffre rond. Vous vous dites, c'est peut-être un petit peu cher à payer, donc pour faire une économie, je ne vais pas l'assurer pour 1 million, je vais dire qu'il n'en vaut que 500 000. Et vous dites, de toute façon, il ne sera jamais complètement détruit, 500 000 euros, c'est quand même toujours pas mal. Le problème, c'est que si votre bâtiment n'est détruit par exemple que pour moitié, vous pourriez vous dire, pour moitié, parfait, la moitié d'1 million, c'est 500 000, donc je suis couvert. En fait, non. Parce qu'il y a l'application de cette règle proportionnelle qui fait que, comme vous n'avez assuré votre bâtiment que pour moitié, eh bien, vous ne serez indemnisé que pour la moitié de votre préjudice. Donc, pour 500 000 euros de dégâts, en fait, vous ne serez indemnisé que pour la moitié, donc pour 250 000 euros de dégâts. Et ça, c'est parfois quelque chose qu'on n'avait pas prévu.
Mais est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire contre ça? Bah, alors, il y a quelques parades juridiques qui existent. Il y a ce qu'on appelle, alors, de nouveau un terme barbare, c'est la clause de réversibilité. Hmm. Oui. Qu'est-ce donc? Alors, une clause de réversibilité, c'est un peu comme des vases communicants, pour reprendre encore une métaphore hydrique. C'est-à-dire que si vous avez un contrat d'assurance qui couvre plusieurs montants distincts, alors c'est le cas pour les assurances incendie habitation, parce que vous avez un montant particulier pour votre bâtiment, et puis vous avez un montant particulier pour son contenu. Eh bien, si un de ces montants, hein, le contenu ou le contenant, conduit à une sous-assurance, bah, on va prendre un exemple, hein, vous avez perdu tous vos meubles, votre électroménager, mais vous avez sauvé tout votre bâtiment parce qu'il n'a pas été humide trop longtemps. Ou si c'est le contraire, votre bâtiment est endommagé, mais vous avez sauvé, par hypothèse, vos œuvres d'art qui valaient très cher, eh bien dans ce cas, on peut ajouter l'excédent d'une couverture qui n'est pas utilisée au profit d'une autre couverture qui est insuffisante. Vous avez sauvé des biens, donc l'argent, si vous voulez, comme par vase communicant, va dans l'autre. Et donc, avec ça, on peut toujours espérer contrer une sous-assurance comme ça, mais le mieux, ça reste quand même toujours d'être correctement assuré, et donc toujours de prendre contact avec son courtier pour ça. Si je peux me permettre, Renaud Van Bergen, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qu'on entend par être correctement assuré? Bah, correctement assuré, c'est toujours regarder exactement quels sont les risques auxquels on est confronté par nos activités économiques, mais même dans la vie privée, parce qu'en fait, on a peut-être une tendance à ne pas envisager souvent le risque de ce côté-là, peut-être en se disant ça n'arrivera qu'aux autres, ça ne m'arrivera pas, peut-être par une certaine forme de superstition, pourquoi pas. Et le problème, c'est que le risque, statistiquement, ça peut vous arriver aussi, et donc quand ça arrive, ne pas être assuré, vous vous retrouvez alors tout seul face à des frais qui sont énormes, et souvent, dans cette situation de vulnérabilité, on n'y arrive pas. Et donc c'est pour ça que c'est toujours intéressant d'aller faire un peu comme un check-out au niveau des courtiers, ce sont des intermédiaires d'assurance, c'est leur job, en disant voilà mes activités, par exemple, j'ai autant d'enfants, ils font du sport à tel endroit, mon activité professionnelle c'est ça, j'ai des machines qui pourraient casser, qui pourraient éventuellement prendre de l'eau, j'ai besoin d'autant de revenus pour payer ça, s'il m'arrivait quelque chose, il faut que mes enfants puissent plus tard avoir ça. Et voilà, donc ça veut dire regarder quels sont les risques auxquels on est exposé, sont-ils assurés, est-ce que je peux financer des primes. Comme ça, c'est une façon d'externaliser le risque auquel on peut être confronté. On est bien d'accord que ça vaut donc bien la peine d'être bien assuré. Merci beaucoup Renaud Van Bergen pour ces précieux éclairages. C'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous sur nos ondes dans le cadre des rendez-vous de l'écho. À très bientôt. À très très bientôt.